Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, pas mal de macro puisqu'on a eu le discours de Jérôme Powell hier avec la décision de laisser les taux inchangés. On va parler de ce discours dans les grandes lignes, on va en faire une analyse même. On va parler de l'inflation puisqu'on est en fin de mois, on est le 31, donc on va faire des petites analyses d'inflation, quels pourraient être les chiffres du prochain CPI. On va parler du GDP, le PIB qui est sorti, on va parler du rapport ADP sur l'emploi. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes pour savoir où va la crypto et où va Bitcoin dans les prochaines semaines. Et donc c'est pour ça que bien sûr on en fait l'analyse. Donc aujourd'hui plutôt de la macro et plutôt du fondamental. On va essayer de passer rapidement sur l'analyse technique. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en fin de vidéo on fera quand même le scénario intraday qui nous semble le plus probable. Et on y va donc pour l'intro, c'est parti. Alors on va commencer déjà dans un premier temps sur l'analyse de l'inflation, puisqu'on est le 31 du mois. Ici, vous voyez que l'inflation reste dans une tendance globalement, d'une certaine manière, baissière, avec cette trend ici qui était moins agressive et qui tout d'un coup s'accélère un petit peu pour éventuellement aller à la target des 2%. Une des grosses questions qu'on peut se poser ici, c'est dans un contexte où les tarifs vont bien sûr impacter un petit peu les prix à la consommation, c'est-à-dire eh bien, les biens importés sont plus chers, forcément, donc ça s'impacte sur les prix à la vente. Comment Powell va-t-il réussir à tout simplement arriver à ces 2% d'inflation à la fin. Pour le moment, on peut toujours acter qu'éventuellement, il s'agirait de faire un sommet plus bas que le précédent et pour finalement, à un moment donné, se retrouver à la target. En tout cas, si on considère qu'on reste dans cette tendance baissière, et Powell a décidé hier de rester dans une tendance restrictive. On va juste rapidement se dire, bon là, on est à 2,7 d'inflation. Qu'est-ce qui va se passer forcément nécessairement pour le CPI qui va sortir, alors là je pense qu'il va être vers le 10 août, j'ai pas la date exacte pour le moment, mais en tout cas c'est autour du 10 août, entre le 10 et le 14 en général qu'on a ces infos-là, et d'une certaine manière en général nous on utilise beaucoup l'outil de la fête de Cleveland qui est relativement bien fait pour ça. Et on nous donne finalement un plateau d'inflation ici sur la fête de Cleveland avec éventuellement un CPI qui serait autour des 2,7, c'est-à-dire on est déjà au 2,7, donc un plateau. Ça nous emmènerait finalement sur une prévision qui nous dirait que on va venir faire un bisou à la trend et on va rester sur les 2,7 pour ce mois-ci. Si on essaye de trouver des liens avec Trueflation pour éventuellement corroborer cette histoire-là, vous voyez que la première quinzaine de juillet, les prix ont plutôt baissé, et la deuxième quinzaine, ils ont réaugmenté. Donc globalement, on va dire que d'une manière générale, on serait sur une très légère diminution, puisque là, on passe une quinzaine de jours à plat, et une quinzaine de jours en dessous. Donc voilà, sur 30 jours glissants, sur le mois de juillet, on pourrait éventuellement estimer qu'il y a une très légère baisse, ce qui vient à corroborer finalement quelque part autour des 2,6, 2,7. Et en ce qui concerne... est-ce qu'on a un consensus? Non, je pense pas qu'on ait encore un consensus, puisque à 10-15 jours, je pense pas que ça soit le cas. Pour le coup, je vais vous donner la date du CPI qui sera le 12 août. Mardi 12 août sera la date du prochain CPI. Vous voyez, pour le moment, on n'a pas de consensus, mais on a simplement un forecast de la part de Trading Economics qui nous donnerait 2,7%, c'est-à-dire effectivement un plateau. Donc pour le moment, le marché est en train de s'ajuster au fait que l'inflation trouve un plateau au 2,7. En ce qui concerne le discours de Powell, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? D'une certaine manière, Powell est venu, je dirais, nous redonner un petit peu du Powell, c'est-à-dire notre mandat, nous, c'est stabilité des prix et emploi maximum. Ce qui s'est passé pendant ce meeting, je vais faire assez rapidement globalement, c'est que ils ont quand même vu un GDP qui a réaugmenté. Il faut voir que, bien sûr, hier est sorti également le GDP à 3%. Vous voyez que le précédent était à moins 0,5, donc on était dans un contexte assez récessif. Et finalement, les chiffres du PIB ici, il y avait un forecast qui était à 2,3, sont sortis autour des 3%. Donc très bon trimestre, quarter de très très bon. Rapport ADP qui était donné pour, si je ne me trompe pas, 175 000 au consensus. Je vérifie avec vous. Et en même temps, je pense qu'on était, il me semble, à 75 000 créations d'emplois, qui finalement est sorti à 104. Qu'est-ce que le rapport ADP? C'est finalement
une forme de sondage où vous avez des gens qui appellent un peu tous les DRH, on va dire, de toutes les grosses boîtes, et puis en fonction de ça, ils font plus ou moins une création ou une diminution en fonction de ce panel-là. Est-ce que vous avez embauché ce mois-ci ou pas? Donc ça nous donne un petit peu la tendance pour le prochain rapport sur l'emploi qui sortira demain. Et il faut bien comprendre que Powell a double mandat. Garder le plein emploi, et en ce moment c'est à peu près le cas. On va dire que c'est pas qu'on est au plein emploi, mais on est sur une zone où le marché de l'emploi est relativement fort, et atteindre les 2% en CPI, en CPI headline, en headline CPI, sur 12 mois glissants. On est à 2,7, pas très loin, mais le dernier mile, le dernier 0,7% est très très compliqué à venir chercher. Comprenez qu'un marché de l'emploi qui se détériore serait plutôt, entre guillemets, une bonne chose pour le marché action, puisque ici, vous voyez que le consensus est à 4,2 pour demain, cette nouvelle autour du marché de l'emploi. Consensus qui est à 4,2. Si on a au-dessus, et le précédent était à 4,1, donc ça voudrait dire que le marché de l'emploi reste à peu près au même niveau. Nous, ce qu'on voudrait, bien sûr, c'est que l'emploi se détériore un petit peu aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on ait un peu plus que le consensus 4,4, 4,5, 4,5, ça serait fantastique. 4,4, ça serait pas le cas. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le rapport ADP? Le rapport ADP nous dit non, j'ai créé de l'emploi ce mois-ci. Donc du coup, si le rapport ADP nous sert à éventuellement prédire ce qui va se passer demain, on serait plutôt sur cette idée effectivement d'un consensus à 4,2 et d'être au consensus demain. Donc demain, on veut que le marché de l'emploi se détériore. A priori, ça ne sera pas le cas au vu de ce qu'on a. Et globalement, le discours de Powell a été quand même assez data dependent. On va dire qu'il nous a dit... Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre dans ce qui s'est fait dans ce meeting. D'abord, vous avez deux personnes qui voulaient baisser les taux. Sur tous les membres de la Fed, il y a deux personnes qui ont dit nous, ce qu'on veut baisser. Je mets en pause une petite seconde pour pas dire de bêtises. C'est ça, j'avais un petit doute sur le nombre de membres qui votent à la Fed, et ils sont effectivement au nombre de 12. Donc sur les 12 personnes qui votent, il y en avait déjà deux qui voulaient baisser les taux tout de suite. Probablement, vous avez des gens qui vont forcément se placer, puisque à la fin du mandat de Powell, probablement en 2026, si je ne me trompe pas, il va y avoir un nouveau gouverneur. Il fera probablement partie de gens qui sont déjà dans le board de la Fed. Et c'est plus ou moins Trump qui va décider effectivement qui sera ce nouveau gouverneur. Trump veut baisser les taux. Deux membres de la Fed veulent probablement se placer vis-à-vis de Trump, bien évidemment. Et donc du coup, c'est pour ça que vous en avez certains qui se mettent un petit peu dans cette idée de ne pas rester dans le restrictif. Cela dit, ce que nous dit Powell, c'est que en fait, pour lui... l'emploi est suffisamment fort pour qu'on reste dans cette zone restrictive, à savoir 4,25, 4,50 au niveau des taux. Et d'une certaine manière, vous voyez qu'on avait très légèrement baissé ici à partir de 5,50, on a baissé, et là ça fait un petit moment, ça fait je dirais presque 7 ou 8 mois qu'on est sur des meetings où on ne bouge pas, parce qu'on a du mal à gratter le dernier 0,7%, encore une fois. Dans toutes les... Bon, globalement, après, à partir de là, à part le fait que Powell nous a dit que les dépenses des ménages sont très légèrement à la distribution, je crois que ça s'appelle le final purchase, en domestique, qui sont très légèrement en train de diminuer. Donc les dépenses du ménage sont légèrement impactées en ce moment par ce caractère restrictif des taux. Globalement, il nous dit l'économie va très bien, le GDP, on l'a vu, va très bien, le marché de l'emploi va très bien. Donc pour nous, on a cette chance de pouvoir rester très restrictif à 4,50. Je vais aller assez vite sur toutes les questions, mais globalement, voilà ce que nous dit. Il nous dit, nous, on se donne le luxe et on a la possibilité de rester restrictif. Et il nous dit bien sûr que d'une certaine manière, ni le Trésor, c'est-à-dire, parce qu'en ce moment, vous comprenez qu'à 4,50, les États-Unis se mangent 1 trillion d'intérêts de la dette tous les X mois, puisqu'il faut refinancer une dette qui les bons arrivent à maturité, il faut refinancer tout ça, et donc c'est un casse-tête pour le Trésor américain. Et là, lui, Powell, il dit, moi, c'est pas mon bise, c'est pas mon problème. Le Trésor doit se démerder pour, de toute façon, financer ces taux-là. Si ça coûte cher, effectivement, au niveau des États-Unis, et que l'intérêt de la dette en augmente de temps, personnellement, j'en ai à peu près rien à cirer. Le rapport de juin, on a vu cette augmentation de 2,4 à 2,7. Est-ce que c'est lié au tarif ou pas? Powell, il dit que oui, d'une certaine manière. Et il dit que pour lui, il va y avoir, et c'est pour ça qu'il reste restrictif, encore plus d'impact au niveau des tarifs, donc des droits de douane, sur les prix. Le processus peut être lent, mais pour lui, c'est quelque chose qui peut éventuellement tout simplement continuer.
Pourquoi regarder sur 12 mois glissants, hein? Vous comprenez, si on regarde un CPI, c'est l'addition des 12 mois derniers. Il dit que ça permet de s'affranchir de la saisonnalité. On pourrait éventuellement aller toucher une target de moins 0,1 par mois, par exemple, ou d'une déflation au mois le mois, et à ce moment-là, changer, mais ça évite la saisonnalité, tout simplement, dans l'année. Il dit que le housing commence un petit peu à montrer des signes de vacillement, c'est-à-dire l'hébergement, hein, le secteur de l'hébergement bien sûr, et que pour le moment, lui, il considère que effectivement, on manque de maisons neuves, hein, et ça c'est une analyse que moi j'avais faite parce que je l'avais d'ailleurs à ce moment-là reprise d'un mec qui est le GOAT à peu près des taux d'intérêt sur les maisons, sur l'immobilier aux États-Unis. Et globalement, vous vous rappelez, enfin pour ceux qui l'avaient vu, on avait fait une analyse des courbes des naissances dans les années 90. Il y a eu plus de naissances dans les années 90. Finalement, on aurait mérité aujourd'hui dans les années 90, les gens qui arrivent à 30 ou 35 ans sont des primo-acquérants. Ce sont ceux qui voudraient acheter éventuellement leur maison. Mais on a manqué de construction neuve à cause de la crise de 2008 qui a complètement gelé les constructions neuves avec cette crise immobilière bien sûr en 2008 et où là du coup on avait ces primo-acquérants qui n'étaient pas encore sur le marché et qui ne voulaient pas acheter, et étant donné qu'on a gelé tous les programmes neufs à ce moment-là, ou en tout cas ça a été très compliqué et bien de construire des maisons, on se retrouve finalement dans un marché du housing qui est extrêmement tendu. C'est pour ça qu'avec même des taux extrêmement hauts, le housing n'est pas encore en souffrance, on n'a pas encore eu de crise immobilière aux États-Unis, tout simplement pour des raisons démographiques comme je l'expliquais. Et donc du coup Powell pense que lui le housing, une fois que l'inflation sera à 2%, pourra en bénéficier. Personnellement, ça n'est pas mon avis. Et là, encore une fois, pour moi, mon analyse, elle est de dire que, en fait, ces derniers 0,7% vont diminuer avec les taux de Powell parce que le housing va rediminuer. En fait, pour le mois où on est en train de répercuter en ce moment, alors certes, au niveau de la demande des ménages, il est normal. Vous payez plus votre loyer ou votre crédit, puisque le housing se répercute sur vos loyers aussi. Hein, aux États-Unis, tout est variable. Hein, les taux sont variables. Vous payez plus votre crédit, du coup vous allez effectivement dépenser moins. Certes, c'est un bon levier pour effectivement décélérer la hausse des prix. On est bien d'accord là-dessus, sur la consommation des ménages, ça va jouer. Mais pour moi, il se trouve qu'aujourd'hui, les ménages réimpactent finalement ces choses-là, et que d'une certaine manière, en tout cas pour les personnes qui vont être locataires, on va réimpacter la hausse de notre crédit sur le loyer directement. Encore une fois, on parle de la baisse du dollar, et là aussi, Powell dit que c'est un problème qui tient au trésor, que ça n'est pas vraiment sa sauce. Il redit que les dépenses des ménages sont des choses à surveiller de près, et que d'une certaine manière, le marché du travail est en très très bonne forme, aussi en raison d'une politique de l'immigration qui a changé. On a beaucoup moins de travailleurs immigrés depuis Trump, hein, bien sûr, qui viennent à fournir de la main d'œuvre, hein, finalement fournir leurs mains sur le marché du travail, et que donc du coup c'est ça qui fait aussi que le marché du travail reste très fort. Donc on a d'un côté la politique de Trump avec les tarifs qui risquent d'augmenter les prix, d'un autre côté un marché du travail qui se porte très bien, également parce que l'immigration a été très largement freinée, donc on a une force de travail qui est moins importante. Et voilà. Dans la dernière question, qui est plus ou moins est-ce qu'on a vraiment parlé de diminuer les taux aujourd'hui, c'était l'avant-dernière question. Là, il nous explique effectivement 2 des membres avaient leur raison de diminuer les taux, et qu'il y a eu des très très bons arguments, et que pour lui c'était un très beau meeting, et il a bien aimé en fait le côté intellectuel de ce meeting, et pour lui c'était un des meilleurs meetings qu'il n'ait jamais eu. Pour le moment en tout cas, on reste modérément restrictif à son sens, et on reste dans cette zone effectivement des 4,25, 4,50. Après on repart du housing, et après on lui dit est-ce que vous pensez que vous allez vous faire virer au mois de en 2026, et la réponse, il l'a pas. Il dit non, moi j'ai pas vraiment à vous parler de ça d'une certaine manière. Voilà pour le discours de Powell. On va sur Bitcoin en technique et en 4 heures. Pendant le discours, le BTC est passé de 119 000 à 115 000, donc une diminution assez franche. Depuis, il s'est repris. Vous voyez qu'on est encore en train de jouer avec finalement le point de contrôle, hein, le POC de toute cette sans réellement le passer, sans réellement
voilà, on est en train de jouer dedans, on reste dans les mêmes zones d'achat. Est-ce que, en fait, on est en train de distribuer sur 118 ou est-ce qu'on est en train d'accumuler? On fait les deux, hein. En face de chaque acheteur, il y a un vendeur et quand il y a du volume, en face, vous le voyez ici, c'est à peu près divisé par deux. Ça veut dire que on s'échange à ce prix-là. La question étant, qui c'est qui a le plus de pognon là-dedans est-ce que ceux qui distribuent, à un moment donné, vont nous emmener le prix là où nous, on pense qu'il devrait aller? Pour moi, la maison, ça serait de bouffer cette boîte de liquidité et de ensuite, par contre, reprendre au-dessus. Néanmoins, on voit que d'une certaine manière, ça c'est impulsif et ça reste très correctif. Donc je trouve que la structure à ce stade-là, en tout cas de tout ça, est très jolie. On n'a pas une impulsion vers le bas comme on a pu avoir plus ou moins là-dedans. Donc d'une certaine manière, sur les plus petites UT, la structure est pas moche, hein, d'accord, pour une reprise. Après, d'une certaine manière, globalement, en fait, ça se passe, et on l'a déjà parlé hier, entre ce support daily là et cette résistance 4 heures ici. Passer l'un ou l'autre veut éventuellement nous dire que on va dans telle ou telle direction. En tout cas, à mon sens, ça reste pour le moment une forme de range qu'on a sous les yeux. On viendra en fin de vidéo sur les plus petites UT. Ether, Bitcoin, c'est pareil, ça latéralise un petit peu, on est plus ou moins bloqué par une résistance au-dessus, et puis globalement, le point de décision ici se trouve autour des 0,032, pas forcément d'évolution depuis hier. Et puis Ether qui, pour le moment, distribue assez fortement sur cette zone des 3850, n'arrive pas à la passer. Pour moi, c'est quand on aura pris le 4 heures et le daily qui sont au-dessus, qu'éventuellement, on pourra discuter. Maintenant, pour le moment, ça reste une montée larvée, donc attention à ça, ça peut se retourner. On verra encore une fois ce qu'il en est. On a eu des très très belles nouvelles, on va en parler dans le fondamental également, j'ai oublié d'en parler en introduction, mais sur les ETF in-kind, on va en parler derrière, c'est-à-dire cette possibilité de rentrer sur les ETF directement en Bitcoin et non plus en cash, c'est quelque chose qu'on va détailler également. Ici, le support est là sur les altcoins, la distribution elle se fait comme ça, casser l'un ou l'autre dans un ou l'autre des sens peut éventuellement nous donner support à 20, et tout ça peut être éventuellement assez correctif. Attention à une ABC qui nous emmène légèrement plus bas, je dirais sur les 19, mais globalement c'est assez propre sur les altcoins. Attention à cette perte de momentum aussi, on voulait que ça tienne ici sur ce momentum là, et vous voyez que ça n'est pas le cas. Donc on est sur des altcoins qui saignent, mais ne sont pas non plus en train de... C'est pas l'hémorragie, d'accord, ça saigne doucement. Et il y a un beau support, encore une fois, autour des 20% sur l'altcoin dominance. On a beaucoup parlé de dominance BTC, toutes ces choses-là et tout, etc. Et encore une fois, je voudrais pas faire une vidéo trop longue, donc on va essayer d'envoyer du bois et directement passer sur le fondamental. Fondamental, et j'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire, c'est très important pour que la chaîne puisse pousser un petit peu. Alors, d'une certaine manière, on a un rapport qui va sortir aujourd'hui sur... demain, non pardon, c'était hier, alors j'ai pas vu ce rapport passer. Pour moi, ici, la grande question, je mets en pause une seconde pour essayer d'aller voir ça. Autant pour moi, oui. Donc du coup, groupe de travail dirigé par Bo Hines, qui finalement exhorte le Congrès à faire une forme de réglementation sur la crypto qui aille plutôt dans le sens des actifs numériques, bien sûr, et d'autre part également qui demande plus ou moins à la SEC et la CFTC de faire preuve finalement de clarté et de faciliter l'émergence de nouveaux acteurs numériques ainsi que certaines exemptions de taxes, etc. Donc tout cela va plutôt dans le sens, bien sûr, au niveau endogène de la crypto. Grosse nouvelle également, c'est la SEC qui vote pour des ETF in-kind. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre pas mal de choses. D'abord, ça permet le stacking sur les ETF Ethereum, c'est-à-dire je rentre avec mon Ether, mais j'ai non seulement finalement l'appréciation dans l'ETF spot sur Ethereum, mais également je bénéficie des 2 ou 3% de stacking. Ça, c'est des outils que les institutionnels peuvent vraiment aimer, au sens où ça leur propose de se hedger un tout petit peu d'une potentielle baisse. C'est-à-dire si jamais je récupère une partie de mon investissement à 3% par an à minima, je peux me hedger contre une baisse de 3%. Donc c'est des produits d'investissement qui sont bien sûr relativement intéressants. C'est un petit peu comme si vous alliez faire un trade et que derrière vous avez en plus
un taux de change qui va probablement aller dans votre sens, le fait de perdre sur votre trade, je sais pas, je dis une bêtise, mais par exemple, imaginons que j'ai envie d'investir sur des actions russes, même si en ce moment c'est pas possible, eh bien je considère que peut-être avec un dollar égale 100 roubles, le taux de change va revenir sur un dollar égale 60 roubles, et donc du coup, même si mon action baisse, eh bien mon taux de change va m'être favorable. C'est un petit peu la même chose sur le stacking. Pour moi, ça fluidifie énormément. C'était une news que j'attendais vraiment depuis longtemps, parce que également, je peux arriver avec mon BTC. En fait, ce qu'on veut, c'est que la rotation entre, et on en a parlé, hein, la rotation en fait finalement des wallets Satoshi, les vieux investisseurs Bitcoin des cycles précédents, puissent aller dropper leur Bitcoin vers les institutions sans qu'il y ait de friction. Et là, en l'occurrence, même moi-même, je peux finalement faire quoi ? Je peux amener du Bitcoin pour rentrer directement sur un ETF. La custody également des anciens peut se faire en instantané. Ça enlève énormément de friction. Auparavant, c'était over the counter que tout se passait. Et là, l'offre et la demande va être finalement en instantané. D'une certaine manière également, ça va pouvoir éventuellement obliger ou en tout cas aider cette idée de... comme auparavant ça se faisait OTC, donc avec des OTC desk, et bien maintenant finalement la demande elle peut être instantanée, c'est-à-dire que je peux dire ok, quelqu'un a acheté avec du cash un ETF, un Bitcoin en ETF spot, Coinbase aura le droit d'aller directement acheter cet ETF sur le marché spot, donc de l'acheter en instantané, pas forcément attendre le soir. Le soir, maintenant, ici, aujourd'hui, comment ça se passait au niveau des ETF ? Vous avez un prix de Bybit, par exemple, qui va être fait avec une certaine somme d'agrégation de prix sur différents exchanges, Coinbase, etc. Je ne sais plus exactement quels sont les exchanges et quels sont, je pense qu'il y a un peu de Binance. Mais globalement, voilà, on va vous faire un prix aggloméré. Et puis, en fonction des parts qui vont être achetées sur l'ETF le soir, l'ETF aura augmenté, admettons, il y aura eu plus de demandes au niveau de l'ETF, etc. Eh bien, Coinbase était obligé d'aller acheter over the counter, donc sous le manteau des BTC. Ici, en l'occurrence, il se peut que si jamais le prix, par exemple, est considéré comme bon en matinée, Coinbase achète directement au spot ce fameux Bitcoin qui a été acheté dans la journée pour tout simplement le mettre sur le marché. Le risque, c'est quoi ? C'est que Coinbase fasse une sorte de zone tampon eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils disent, bah, regardez, on va prendre 3000 BTC, on va les foutre de côté, et puis en fait, on va s'affranchir un petit peu d'aller acheter le soir over the counter, etc. Le risque, c'est ça, c'est comme on est dans du in-kind, il est possible que derrière, eh bien finalement, les choses se lissent, mais en tout cas, ça va permettre des choses qui sont beaucoup plus fluides, et quand les OTCD seront vides, ça permettra tout simplement que le Bitcoin soit directement acheté sur le spot. Donc à mon sens, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, activer la cloche de notification éventuellement. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne seront versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On est principalement partenaire en ce moment avec BingX, Mexacy et BitGet. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les liens de description de la vidéo et ou dans la bio Twitter. Et bien si vous aviez dans l'idée en tout cas de créer un compte sur un de ces exchanges, eh bien faites-le avec le lien de la chaîne puisque encore une fois, ce sont des choses que vous pouvez tout simplement vous pouvez aider du monde, vous pouvez faire une bonne action. Excusez-moi, je pensais à d'autres choses en même temps. Saylor qui remet 2,4 milliards dans le BTC, bah, décidément, c'est parti pour Saylor qui y va bien fort. Le Congrès qui vote une loi qui interdit aux membres du Congrès c'est le Sénat, pardon, Affairs Committee, qui vote une loi qui interdit aux membres du Congrès de venir trader. Ça s'appellera le Pelosi Act. En fait, elle a demandé à ce que ça change de nom et que ça s'appelle le Honest Act. On peut comprendre pourquoi, hein, parce que c'est pas forcément, c'est un petit peu, c'est pas génial, quoi, hein, forcément pour elle. Et puis voilà, et là Benson, donc qui est directeur du Trésor, qui a posté une vidéo. Les cryptos, bienvenue à la maison. Donc la Fed qui choisit le statu quo, et aujourd'hui grosse journée sur les earnings. Pourquoi ? Parce que on va avoir les earnings de Apple, Amazon, donc deux des Magnificent Seven, mais pas que. On aura aussi dans la crypto MicroStrategy qui va publier, ainsi que Coinbase. Je me demande s'il n'y a pas un ou deux mineurs aussi, hein, qui vont
me demande s'il n'y a pas Mara ou autre à vérifier. Donc voilà, pour la crypto, c'est un jour où on va avoir des informations en tout cas sur comment va la crypto et comment s'est passé leur quarter 2, hein, tout simplement, hein, puisque c'est en partie l'idée des earnings. On continue sur la news avec pas grand chose sur le Wall Street Journal comme d'habitude. La Bolivie qui signe un accord avec le Salvador pour faire la promotion des crypto-monnaies. Les ETH en trésorerie qui dépassent les 10 milliards sur 64 entités. Bitcoin, Ripple, Ethereum qui reprennent leur perte de la veille. Alors que les analystes montrent qu'il y a des menaces qu'il y a des menaces grandissantes sur l'indépendance de la Fed, hein, ça on en a aussi parlé. La possibilité de stacker sur les Ether, sur les spots Ethereum qui pourrait totalement reshape the market. Oui, hein, c'est l'idée, je vous expliquais. En fait, par rapport à Ethereum, ce dont on peut dire que c'est intéressant, c'est qu'Ethereum est RSE, hein, puisqu'en proof of stake, dorénavant, donc il ne pollue pas, entre guillemets, ou en tout cas, même si c'est un gros mot, puisque Bitcoin est composé à plus de 50% maintenant d'énergie renouvelable, mais également, surtout, dans les énergies qui ne sont pas renouvelables, de choses qui auraient de toute façon été perdues, d'énergie qui de toute façon aurait été perdue, donc autant en profiter pour en faire quelque chose. Donc ça va finalement diminuer le prix de l'énergie non renouvelable, au sens où, imaginons que je suis EDF, je donne un petit peu de mon surplus à des mineurs de Bitcoin. De toute façon, une centrale nucléaire ne peut pas émettre en instantané. Comment fonctionne une centrale nucléaire? Elle va prendre finalement ce qui avait été consommé l'année dernière, à la même date, et elle va produire exactement ce qu'il faut. Il peut arriver qu'on produise trop, et parfois même on en donne à nos voisins gratuitement, voire on les paye pour pas que les centrales surchauffent. Donc c'est complètement con. Donc bien évidemment, dans ce cadre-là, Bitcoin est vertueux. Mais c'était pas l'idée de ce que j'amenais. L'idée, voilà, c'est Ethereum est un peu plus RSE que Bitcoin, en tout cas pour celui qui ne comprend pas bien le sujet. Et deuxièmement, il propose le stacking, là où Bitcoin ne le propose pas. Et donc du coup, il se pourrait que les institutionnels pensent ou voire trouvent que ceci est extrêmement intéressant. C'est quelque chose que j'avais beaucoup dit quand le spot, quand le Bitcoin, l'ETF spot Ethereum est sorti. J'ai dit putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas le stacking parce que ça serait vraiment un petit argument en plus. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'il va arriver. Donc on a le in-kind qui arrive, le stacking parce que c'est ce qui permet l'un ou l'autre. Et puis ce côté un petit peu RSE qui peut éventuellement faire. On voit en ce moment d'ailleurs des afflux sur les ETF spot Ethereum qui sont plus importants, toute proportion gardée, proportionnellement on va dire que Bitcoin. Ici on passe sur les deadlines, sur les tarifs, etc. C'est des choses sur lesquelles on a pas mal parlé. Et puis on passe sur Meta qui a posté hier des earnings qui étaient mitigés mais qui pourtant est en train de fortement pousser si je ne m'abuse. Voilà, demain rapport sur l'emploi, ça sera très important et ça sera à 14h30. 14h30 heure de Paris. On va voir la liquidité maintenant avec 389 millions sur les dernières heures. On a liquidé plutôt du long, c'est normal, l'action a été plutôt baissière, en tout cas à partir de hier. Enfin hier il y a eu un joli drop au niveau des... Excusez-moi. Et donc du coup 300 millions, 284 sur des longues avec un Ethereum qui est à nouveau devant Bitcoin, 58 millions. Vous voyez que sur Ethereum il est à 100 millions et c'est globalement à peu près moitié-moitié, un tout petit peu plus de... en fait Ethereum c'est plutôt bien tenu, ou en tout cas il n'a pas marqué énormément de longues par rapport aux shorts qui ont été liquidés. Il y a une volonté de shorter Ethereum qui est assez forte en ce moment. Enfin en tout cas on voit que c'est moite-moite, c'est pour ça qu'il est devant hein, en fait finalement. Si vous regardez 57 millions liquidés en longue et 58 millions liquidés en longue sur Ethereum, 57 millions sur Bitcoin, mais Bitcoin est assez peu shorté alors qu'Ethereum vous voyez que 40 millions en sont sortis. Également, ici, quand on regarde les choses, bon, globalement, moi j'ai l'impression que le prix augmente, le funding diminue, donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de short, légèrement du short au-dessus de la structure. On va le mettre par ici et on va le mettre en 1 pixel
avec sauver ça. Donc voilà un peu l'action de prix qu'on pourrait s'attendre. Aller d'abord au-dessus puis en dessous ou l'inverse. Si on commence à aller au-dessus de ça, vous comprenez qu'on commence à short squeezer. Ça peut créer une cascade de liquidation et nous ramener directement plutôt sur les 123 avant d'aller à 112 qui était plutôt notre scénario privilégié. En revanche, donc là, vous comprenez qu'on crée les conditions d'un short squeeze avec des sommets qui sont à prendre hein, et de la liquidité qui est à venir chercher au-dessus. Je pense d'ailleurs que si on regarde iBlock, c'est plus ou moins ce qu'on va voir. C'est-à-dire que oui, vous le voyez, cette zone, elle a fortement jauni, hein, étant donné qu'on s'en rapproche dorénavant. Donc la question ici étant, est-ce que je vais sous 112 ou est-ce que je vais au-delà de 123 ? Ben, pour l'instant, on n'a pas de réponse sur la weekly. Ça reste assez mitigé dans ces zones-là. Et vous voyez que, y compris avec un discours assez restrictif de Powell hier, hein, Powell a eu un discours hier qui était hawkish, hein, attention. Et d'ailleurs, on peut le voir même sur le CME, j'ai oublié d'en parler, mais vous voyez qu'on est repassé au-delà des 60%. Globalement, il y a encore une semaine, 58% du marché pensait que Powell allait pivoter en septembre. Et là, depuis le discours d'hier de Powell, on est plutôt à 60%. Alors j'attends de voir le rapport sur l'emploi de demain. On n'est pas à l'abri d'une surprise, y compris de quelque chose qui aille contre le rapport ADP. Hein. Encore une fois, l'idée sur le rapport sur l'emploi, c'est probablement qu'on va être au consensus, c'est-à-dire 4,2. Maintenant, un malentendu, hein, une petite Jean-Claude Duss hein, sur un malentendu, un rapport sur l'emploi qui nous donne 4,5. Et on va assez vite et rapidement passer à un marché qui price à 80% cette idée que le marché va pivoter. Donc en ce moment, voilà, c'est un petit moment un petit peu d'indécision. Le discours de Powell, encore une fois, a été très 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 hawkish hier. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et le marché est en train de s'ajuster d'ailleurs. Hein. Ici, on voit sur Ether, bon, bah, la zone c'est 3006 ou 4000. Hein. Il n'y a pas de secret non plus sur Ethereum. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Grosso modo, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais la structure 1 heure, moi, me paraît corrective au sens où on pourrait s'attendre à une impulsion supplémentaire vers le haut. Et pour le moment, le contexte, ETF in kind, SEC, Crypto Week, toute l'administration américaine qui dit vive la crypto, vive Ethereum, je vous adore, j'aime la crypto, je suis pro-crypto, etc., etc. Toutes ces choses-là sont quand même plutôt, bien évidemment, vers un secteur de la crypto qui, y compris, même si le marché venait à ne pas nous donner un pivot sur les taux, au niveau endogène sur la crypto, c'est un sweet spot qui est, il n'y a pas de problème avec ça, extrêmement en place, hein, au niveau fondamental sur la crypto, on est en train de voir que des choses qui sont extrêmement sympathiques et il n'y a aucun problème là-dessus. On reste néanmoins sur une structure qui en 1 heure est certes baissière, mais pour moi, voilà, assez corrective, vous voyez, hein, ce côté un peu flag, un peu élargissement, même 1, 2, 3, 4, 5, pourquoi pas en sortir là, un élargissement en général, vous prenez la hauteur de la figure que vous reportez au point de cassure, ça nous emmènerait déjà autour des 123, et ça serait pas choquant de le faire, d'accord ? Si jamais c'est le cas, attention à un refus sur les 123, je vais short squeezer tout ça, d'accord, mais finalement, est-ce que derrière, ça me renvoie pas à 110, 112 ? C'est ce qu'on va voir. Donc, ici, il faut bien comprendre si je dois faire une conclusion, enfin, comment dire, un scénario. Ça j'aime bien, c'est correctif, ça c'est impulsif, bon on a bien retracé hein, quand même, on n'est pas allé nécessairement là où on avait notre point d'entrée, mais voilà, faut pas se bloquer là-dessus. Pour moi voilà, c'est soit on fait ça, ce qui resterait mon scénario privilégié, hein, personnellement quand même, malgré un très bon sweet spot sur la crypto, etc. Je pense que le marché a pas tout à fait pricé cette idée que Powell a été hawkish et que donc du coup on n'aura peut-être même pas une baisse de taux en septembre, encore une fois, d'ici septembre, on aura 2 datas sur l'emploi avant, donc on aura celle de demain et celle de août. On aura 2 datas sur le CPI, puisque quand on parle de septembre, on parle du 17 septembre. Donc effectivement, il y aura 2 datas sur l'emploi et 2 datas sur le CPI. Donc il y a plein de datas qui vont sortir avant
le CPI de septembre, et bien sûr, tout peut changer. En tout cas, pour moi, le marché est censé un petit peu s'ajuster au discours de Powell hier. Est-ce que 115 c'est suffisant? Peut-être. Si jamais c'était le cas, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que de manière endogène, dans tout ce qui n'est pas crypto, dans tout ce qui est crypto et qui est uniquement endogène à la crypto, on est dans un sweet spot quoi qu'il arrive, et donc du coup c'est pour ça que la crypto se maintient très bien sur son support. Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, ici il y a un point de contrôle, des acheteurs et des vendeurs, vous avez des personnes qui distribuent et des personnes qui accumulent. Et bien si on fait ça, c'est les accumulateurs qui ont gagné. Attention à cette zone qui est pour moi assez vendeuse, c'est-à-dire que ce short squeeze là, eh bien les institutions vont s'en donner à cœur joie, donc attention au 123 si jamais on y retourne. Globalement, mon scénario privilégié, moi, c'est quand même encore une vague là-dedans, passer sous la structure une nouvelle fois, prendre à minima la liquidité, je dirais jusqu'à 113. Personnellement, j'ai des ordres qui attendent un peu plus bas, 112, 100 et 110, parce que je pense que c'est là qu'est le sweet spot, le truc le plus avare, le truc le plus, voilà, pour un swing, pour placer un beau swing, c'est plus ou moins cet endroit-là que j'attends. Néanmoins, vous comprenez ici que ça, c'est vraiment mignon, et j'ai aucun problème à ce qu'on pousse au-dessus, et ce qu'on retourne à 123. Et en l'occurrence, si jamais c'était le cas, qu'est-ce qu'on verra? On verra juste cette idée d'une impulsion, correction, impulsion, retour à 123, on short squeeze. Après, vous dire si ça passe 123 ou pas, je ne sais pas. Vous m'auriez posé la question il y a plusieurs semaines, quand on était relativement assez proche de cette ligne de tendance-là, même si on la perdait, c'était pas trop un problème, je vous aurais dit, ouais, c'est bon, on va tenir. Maintenant, voilà, aujourd'hui, c'est pas joli. On a tous ces 80 000 bitcoins dont on ne sait pas s'ils ont été distribués aussi, hein, qui ont été passés sur Galaxy, un vieux wallet Satoshi, à peu près 9 milliards de dollars, et on a peut-être quelqu'un qui est dans la volonté de prendre des profits sur cette zone-là, avec en plus du FUD un peu bizarre, des choses comme ça. À voir, sincèrement. Pour le coup, donc mon scénario privilégié, ça reste un drop supplémentaire ici, un passage sous la structure à nouveau, mais je peux pas être... j'ai aucune certitude qu'on va pas faire impulsion, correction, impulsion, retour à 123. Casser 123, ça reste possible, ça va demander de la news endogène à la crypto. On en a en ce moment. Les ETF in-kind sont une très bonne news. Je pense qu'à terme, maintenant, il va falloir que cette chose-là se mette réellement en place et qu'on y voit tout l'effet vertueux qu'on veut y voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que effectivement, ça se passe comme je pense que ça va se faire et qu'on soit pas sur plutôt les effets pervers, à savoir, comme je le disais, Coinbase finalement fait une zone tampon en BTC et elle se fait son propre desk OTC pour ne pas impacter, c'est-à-dire que les entrées ETF n'impacteraient pas ce côté Coinbase avec la custody, et encore une fois une espèce de zone tampon où finalement on n'a pas besoin de venir racheter OTC le soir et de venir revendre, mais plutôt, donc ça serait d'ailleurs bénéfique à la hausse comme à la baisse, mais plutôt on a une zone tampon et du coup ça, les entrées et sorties n'impactent que très peu le marché. Le point de contrôle est pour moi le juge de paix. Le problème, c'est que le point de contrôle, c'est un peu le range, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, vous voyez tout le node ici, forcément maintenant qu'on y a passé un petit moment, c'est un petit peu cette idée-là. Globalement, si jamais on casse le 4 heures qui est là, on peut estimer quand même que c'est 123 direct, d'accord? Si jamais on ne pète pas la distribution qui est ici, on peut estimer que c'est une nouvelle vague et qu'on reste dans une structure 1 heure qui est baissière. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, on met un like, on prend le temps éventuellement de mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis ça engage à continuer à sortir des vidéos, tout simplement. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, tiens, on va parler de Powell. Est-ce que vous pensez que Powell va pivoter en septembre, ou est-ce que vous pensez que pour le coup, il va rester au même niveau? Bien sûr, ce sera dépendant des datas à ce niveau-là, donc ça sous-entend que vous pensez que l'économie va se détériorer ou ne pas se détériorer, et ou que l'inflation va baisser ou ne pas baisser. C'est qui tout double de ce côté-là. Il va falloir aller aux 2%, ou alors il va falloir que le chômage augmente pour que Powell nous annonce un vrai pivot. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.